Bon, ben, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce rendez-vous livresque de mon petit entretien. Alors, vous êtes privilégiés car il y a un tirage à la fin de l'activité. Alors, vous avez beaucoup de chances de gagner. Alors, je me présente, je m'appelle Lisanne Couture, je suis professeure au département de sociologie. Collègue Mary Wright, qui est aussi professeure de sociologie ici même au collège. On reçoit aujourd'hui Amélie Pineda, qui vient nous parler de son livre, alors son essai « Que reste-t-il de #moi aussi ». Alors, je vous explique rapidement comment va fonctionner l'activité. Alors, ce sera d'abord une discussion qu'on aura, nous deux, avec Madame Pineda, qui va durer environ 45 minutes. Et après, nous vous céderons la parole pour vous laisser la chance de poser vos questions. Alors, si jamais vous avez une question, en fait, on vous encourage fortement à poser des questions. C'est toujours très agréable pour nos invités d'avoir des questions de la part de la salle. Alors, il y a un micro à ma droite, donc à votre gauche. Alors, si vous avez une question, vous déjeunez, vous vous présentez au micro, vous posez votre question. Et je suis certaine que Mme Pineda sera ravie de vous répondre. Dernière petite chose, alors je vous ai mentionné qu'il y avait un tirage à la fin de l'activité. Donc, on fait tirer un exemplaire du livre, un petit peu moins magané que le mien. Et vous avez sur votre chaise un coupon de 25 % de réduction pour vous acheter un exemplaire à la coop de l'essai. Alors, pour 2 semaines, c'est valide pour 2 semaines. Alors, je cède la parole à ma collègue Marie. Oui, alors bonjour. Comme l'a dit Lisanne, je suis moi aussi professeure de sociologie au Cégep Édouard-Montpetit. Et on est très contente aujourd'hui de recevoir Mme Amélie Pineda, qui est journaliste au Devoir maintenant depuis 2017. Mais je crois qu'auparavant, vous étiez journaliste au 24 heures. 24 heures et Journal de Montréal. OK, donc depuis quand êtes-vous journaliste? Depuis 2012, donc ça va faire 10 ans. Quand même. Exactement. OK. Qu'est-ce qui vous a amené à faire du journalisme? Pourquoi le journalisme? Je pense que comme plusieurs journalistes, ce qui nous plaît dans ce métier-là, c'est le fait qu'à chaque jour, on fait quelque chose de complètement différent. Au départ, quand j'ai commencé, j'étais une journaliste généraliste, donc ça veut dire tous les jours, on couvre un sujet différent en fonction de l'actualité. Donc, je n'avais pas un champ ou un secteur de la santé. J'étais vraiment journaliste terrain, donc à chaque jour, il fallait que je trouve un sujet, que le lendemain, on publie. Donc, c'était un peu de vivre à travers plusieurs sujets. Je pense que c'était cette curiosité-là. Puis, 10 ans plus tard, je dirais que si je résume ma job, souvent, je dis, tu sais, je suis quand même privilégiée parce que moi, mon métier, c'est de poser des questions, puis je suis payée pour poser des questions. Tu sais, c'est quand même un métier agréable là, quand tu dis, dans le fond, toi, ce que tu dois préparer, c'est les bonnes questions pour essayer de, par la suite, faire dans mon cas, je suis à l'écrit, donc un bon texte, mais tu sais, ça peut être livré de façon à la télé ou à la radio. Donc, je pense que c'était un mélange de vouloir faire tous les métiers en même temps. Wow! Ben là, aujourd'hui, c'est nous qui posons les questions. Oui. J'espère qu'on fait bien notre travail. On n'est pas aussi habitués que vous à poser des questions. Nous, on donne des réponses. Sauf dans les examens. Ah, Oui, oui, effectivement. c'est vrai. Passons, là, j'ai beaucoup de corrections à faire. OK. Avant qu'on aille plus loin, j'aimerais ça. Est-ce que vous seriez capable de, pour le bénéfice de nos nombreux auditeurs, résumer un peu qu'est-ce que c'est le mouvement Moi aussi? Oui, ben en fait, le mot-clic, moi aussi, est apparu en 2017. En fait, il a été propulsé en 2017 après un tweet d'une actrice américaine. Puis tout ça est né dans la foulée des révélations du New York Times et du New Yorker sur des allégations d'agression et d'inconduite sexuelle du producteur américain Harvey Weinstein. Dans ce papier-là, dans le fond, c'était des femmes qui témoignaient d'abus qu'elles avaient subis pendant longtemps, croyant être seules. Puis, c'est vraiment, en 2017, ça a vraiment, on dirait, secoué le fait de voir des actrices connues
dévoilé qu'elles avaient elles-mêmes subi des violences sexuelles. Puis quand le mot-clic a été lancé sur les réseaux sociaux, il a rapidement été repris à l'échelle planétaire. Puis au Québec, rapidement, on a vu des personnalités publiques faire des tweets en utilisant le mot-clic, moi aussi. Puis moi, à cette époque-là, j'étais journaliste au devoir, mais j'étais fermeuse, là, qui est le titre qu'on donne aux journalistes qui travaillons de soir pour fermer, dans le fond, l'édition. Nous, souvent, on hérite des sujets là, que les gens n'ont pas eu le temps de faire là, pendant la journée. Puis la journée où le mot-clic a été propulsé, moi, je n'étais pas à l'horaire, donc je ne devais pas travailler, mais j'avais accepté de remplacer une collègue à la dernière minute. Donc, cette journée-là, je travaillais 2 jours. Et je me rappelle que j'avais vu notamment Ingrid Falaise utiliser le mot-clic, mais quand le mot-clic est apparu, je me rappelle que je ne savais pas qui appeler pour me parler de la popularité que le mot-clic connaissait sur les réseaux sociaux parce que, tu sais, à la fois, ça touchait les violences sexuelles puis les médias sociaux, mais tu sais, il y avait comme pas comme vers qui tu te tournais pour t'expliquer ce phénomène-là. Tu sais, je me rappelle que ça avait été une des premières questions que je m'étais posée. OK. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est un peu arrivé par hasard comme sujet. C'est arrivé là, vous étiez là, hasard de Oui. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous vous êtes intéressé à ça? Est-ce qu'on avait le choix de dire, ben, on passe, c'est pas si important que ça? Ou Oui. Non, je pense, c'est-à-dire, je pense que j'ai eu les bons réflexes au bon moment, mais il y a quand même une partie de moi qui, des fois, se dit, j'ai juste été là la journée où ça a éclaté. Je crois que n'importe quel autre collègue aurait, en tout cas, j'ose croire, aurait eu les mêmes réflexes, mais en fait, moi, c'est que ce matin-là, je me rappelle, j'étais un peu angoissée parce que j'avais justement pas de sujet pour la journée, puis j'avais travaillé la veille de soir. Donc, quand je suis arrivée, je faisais défiler mes réseaux sociaux et j'étais tombée sur une publication d'une entrepreneur qui avait publié une photo d'elle et de Gilbert Rozon, qui était le fondateur de Juste pour rire, puis elle avait juste écrit « MeToo ». Puis quand j'ai vu ça, j'ai comme douté. Je me suis dit, est-ce que je comprends bien ce qu'elle est en train de faire? Est-ce qu'elle est en train de le dénoncer? Puis, donc, c'est un peu comme ça que moi, ça a parti, dans le fond, cette journée-là, ma recherche sur est-ce qu'on va connaître au Québec aussi une espèce de mouvement comme ce qui est en train de se vivre aux États-Unis. OK. Mais au début, j'étais pas certaine. Là, j'étais comme, est-ce que je comprends bien ce que je vois? OK. Ça aurait pu donc être un sujet de une ou deux chroniques. Finalement, ça s'est révélé être une grosse histoire. On va en reparler. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais ça savoir pourquoi, 5 ans après, Ouais. disons, cette journée de remplacement comme ça, vous avez décidé d'écrire un livre sur ça. 2 raisons. D'abord parce que 5 ans, c'est pas beaucoup et beaucoup à la fois. Donc, 5 ans plus tard, j'avais comme besoin de prendre un temps d'arrêt pour voir un peu le chemin qu'on avait parcouru, moi, journalistiquement parlant, parce que c'est sûr que cette couverture-là de l'affaire Rozon en 2017 a comme complètement changé ma carrière journalistique parce que peut-être pas du jour au lendemain, mais quand même, en 2017, la couverture des violences sexuelles a complètement changé. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est pratiquement un champ de couverture comme peuvent l'être l'environnement, la santé. C'est-à-dire, on a cessé de couvrir les violences sexuelles comme des cas isolés quand ils étaient judiciarisés. On a vraiment commencé à s'intéresser aux violences sexuelles comme étant un fléau social, comme, tu sais, ayant... avec le problème de fond que ça représentait. Donc, je voulais prendre ce temps d'arrêt-là pour voir un peu où est-ce qu'on était rendu, puis surtout, justement, documenter au Québec quel impact ça avait eu. Parce que 5 ans plus tard, en ce moment, je pense que la discussion est encore en cours. On l'a vu, parfois, on nous accuse d'avoir provoqué un certain backlash. Puis j'ai l'impression qu'on ne peut pas se limiter qu'à ça. Au contraire, il y a quand même un héritage, je pense, au mouvement, dont un héritage journalistique auquel j'estime, duquel j'estime avoir été observatrice parce que j'étais là dans les débuts. Mais aujourd'hui encore, 5 ans plus tard,
je continue à couvrir ce champ-là. Alors, Mhm. c'était ça. C'était comme pour ces deux raisons-là que j'estimais que, bien que c'est pas beaucoup 5 ans, ça méritait quand même de laisser une trace écrite. OK. En tant que sociologue, je trouve que observatrice, ça ne décrit pas très bien votre travail. Je vois vraiment que vous avez été une pionnière, disons, dans la façon de traiter ce sujet-là comme un enjeu collectif. En tout cas, ça, c'est ma perception. Là. OK. Donc, je vous mettrai plus au centre de OK. l'action que vous Moi, je mettez me voyais vous-même. plus comme une observatrice, OK. mais... Ben, je trouve ça intéressant. Vous avez traité des événements d'abord en 2017, comme vous le disiez, puis il y a eu une deuxième vague en Oui. 2020. Qu'est-ce qui a changé entre ces deux vagues-là? Ben, en fait, la vague de 2020, quand elle a... Ben, déjà, c'était le média utilisé. En 2020, c'était beaucoup sur Instagram et c'était par une génération beaucoup plus jeune. Donc, tu sais, en 2017, on a vu beaucoup de personnalités, beaucoup dans le milieu culturel, alors qu'en 2020, on a vraiment vu que ça s'étalait à tous les milieux, tu sais, la musique, le milieu du tatouage, encore le milieu culturel, mais c'était vraiment comme ça rejoignait plusieurs milieux. Et c'était vraiment une plus jeune génération qui, des fois aussi, déplorait des comportements de la part d'hommes en situation de pouvoir, desquels elles avaient, dans le fond, subi des abus. Et l'autre grande différence, c'est qu'en 2017, le mot-clic, moi aussi, permettait à chacun d'aller, dans le fond, de témoigner, mais dans son confort. C'est-à-dire, certaines personnes ont simplement utilisé moi aussi et on comprenait qu'elles avaient subi une violence sexuelle à un moment donné dans leur vie. Certaines allaient décrire ce qu'elles avaient vécu, d'autres allaient nommer l'agresseur présumé. Alors qu'en 2020, c'était vraiment, on y allait all-in. Là. On visait la personne qui avait commis l'abus, puis on voulait aussi que son entourage soit en quelque sorte responsabilisés. Donc, ceux qui n'avaient rien fait, qui avaient été témoins, étaient aussi mis un peu dans le lot. Donc, ça a vraiment pris des proportions beaucoup plus grandes qu'en 2017 sur les réseaux sociaux. Et bien, pour journalistiquement parlant, c'est sûr que nous, ça nous a posé des défis là, parce que l'instantanéité des réseaux sociaux, disons que ça peut aller très vite par rapport à la réalité de notre métier qui est de vérifier et de malgré tout prendre un peu de temps. Donc, c'est vraiment la différence était beaucoup là, était sur la rapidité et le fait que après, il y a même eu une liste qui était alimentée au départ en temps réel. Là. Je me rappelle, c'était un fichier Excel où pratiquement tout le monde pouvait aller écrire le nom de la personne visée. Et c'est aussi que, donc, tu pouvais dénoncer anonymement. Tu sais, personne ne savait qui avait dénoncé la personne. Puis, certaines allaient décrire ce qu'on dénonçait, donc le comportement, est-ce que c'était un viol, un attouchement, des paroles. Mais d'autres cas, on ne savait pas du tout. Donc, tout le monde s'est retrouvé à être mis un peu sur le même pied d'égalité, alors qu'on ne savait pas exactement ce qui était reproché. Et c'est une des grandes critiques de ce mouvement de 2020, c'est le fait qu'il y a eu certains dérapages parce que, justement, on mettait un peu tout et n'importe quoi sur le même pied d'égalité. J'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure quand vous avez dit que vous avez été observatrice et puis en lien avec votre travail. En fait, ce qu'on se demandait, nous, c'est comment vous pensez que votre travail journalistique a pu influencer, dans le fond, nous, ce qu'on voit, c'est que vous êtes aussi des acteurs. Donc, on ne voit pas juste seulement le côté observateur, mais est-ce que vous avez réfléchi au rôle que les journalistes ont eu dans ce mouvement-là? Oui, bien, je pense que notre rôle a quand même été important dans la mesure où, tu sais, en gagnant la confiance de ces personnes-là, on a quand même permis d'amorcer la réflexion puis la discussion sur les violences sexuelles parce que, tu sais, je pense qu'il y avait quand même des prémices à 2017. Puis dans le livre, j'en parle un peu. Tu sais, 1 an plus tôt, exactement, jour pour jour, au Québec, on connaissait l'affaire qu'on appelle aujourd'hui l'affaire Alice Paquette, qui était une étudiante qui avait dénoncé, au départ, elle avait dénoncé sans nommer la personne lors d'un micro ouvert dans une manifestation. Puis, elle n'a jamais nommé le député en question, mais rapidement, on a su qui c'était. C'était Jerry Sklavounos, qui était député libéral à l'époque. Puis,
le traitement médiatique, même le traitement social n'a pas du tout été le même et on parle de 1 an plus tôt. Donc, je pense que journalistiquement parlant, on avait aussi peut-être, tu sais, il y a eu on n'avait peut-être pas encore idée de comment traiter ça. Quand je lis la couverture médiatique qui a été faite, souvent, j'ai l'impression que ça allait tellement vite qu'on attrapait un peu tout ce qui s'en venait, alors qu'un an plus tard, en 2017, les violences sexuelles ont fait l'objet d'enquêtes. Ça a vraiment été un travail rigoureux. Puis socialement, on était rendu ailleurs dans la discussion. Puis je pense que les gens étaient beaucoup plus prêts à entendre que tous les stéréotypes qui existaient et qui existent malheureusement encore aujourd'hui, il y en a encore certains qui persistent, mais tous ces stéréotypes-là, on venait les briser avec l'image de certaines femmes connues qui témoignaient d'avoir vécu elles aussi des violences sexuelles. Donc, je pense que le fait de s'être intéressé au sujet et d'avoir cessé de le traité seulement quand c'était judiciarisé, que ça faisait l'objet d'accusations, ça a beaucoup permis aujourd'hui comme en parler. Puis, tu sais, 5 ans plus tard aussi, il y a des termes que jamais j'avais entendus auparavant. Tu sais, la justice réparatrice, aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais moi, avant 2007, c'était pas un sujet, en tout cas, je pensais pas que ça allait faire la une des journaux. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est comme de plus en plus sur toutes les lèvres. On comprend ce qu'est la justice réparatrice, mais si ça n'avait pas été de 2007 la couverture, je ne crois pas qu'aujourd'hui, on pourrait l'aborder comme on le fait. De ce que vous dites, puis on comprend aussi parce qu'on lit les journaux, là, c'est quelque chose, c'est un événement qui a pris beaucoup d'ampleur, puis qui a pris beaucoup de place, tellement que si on recule il y a 5 ans, on se dit, mon Dieu, mais on est dans un autre monde. Oui, là. Hein? Donc, complètement. les choses bougent tellement vite et c'est presque devenu comme une spécialisation là, Oui. journalistique. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on traite de ce sujet-là? Est-ce qu'il y a des termes spécifiques à utiliser, à ne pas utiliser? Donc, qu'est-ce que vous avez développé comme langage pour traiter ces questions-là? Bien, l'enjeu, et je pense que c'était ce qui peut-être posait obstacle avant 2017, c'est qu'il y a un enjeu légal. Donc, tu sais, tout ce qui est... Mais en même temps, pendant la rédaction de l'essai, tu sais, je réalisais que dans le fond, la méthode de travail, que ce soit pour un dossier de violence sexuelle ou pour n'importe quel autre type de dossier qui concerne des allégations, par exemple la corruption, la fraude, c'est la même méthode dans le sens que, comme journaliste, nous, malheureusement ou heureusement, le fondement, c'est le doute. T'sais, nous, on peut jamais croire seulement une version. Donc, ça a toujours été de corroborer, de vérifier. Mais comme c'était peut-être en violence sexuelle, on parle souvent d'un événement qui est arrivé entre 2 personnes alors qu'il n'y avait pas de témoins. J'ai l'impression qu'on avait comme un malaise à le traiter journalistiquement parlant et même légalement parlant, parce que c'est sûr que quand on est journaliste, surtout d'enquête, on est entouré par des avocats qui nous aident dans la publication de nos textes. Mais en 2017, justement, je pense que les avocats des médias ont eu plus d'ouverture, puis on a trouver avec eux des façons de pouvoir rapporter de façon factuelle, comme on le fait dans n'importe quel autre type de domaine, l'information. Donc, c'est sûr qu'il y a eu des discussions au niveau légal, c'est-à-dire sur les termes, comme par exemple, le terme « inconduite » est souvent utilisé. Puis je sais que parfois, on nous reproche, on nous a reproché, par exemple, mais « inconduite », c'est pas assez précis. Mais en même temps, c'est un terme qui légalement fait référence. On comprend à quoi il fait référence. Puis nous, ça nous permettait de quand même parler de ce type de violence-là. Donc, il y a eu à ce niveau-là ce genre de réflexion-là. Puis, c'est sûr qu'aujourd'hui, 5 ans plus tard, même moi, je me questionne encore sur certains termes. Par exemple, à l'époque, je sais que dans plusieurs de mes textes, j'ai utilisé le terme « victime ». Aujourd'hui, 5 ans plus tard, je réalise que pour certaines personnes, ce terme que moi, j'estime neutre, comme journalistiquement parlant, comme c'est un terme neutre, mais pour certaines, ça a un poids. Le fait d'être qualifié de victime peut
X nombre d'années plus tard, dans leur cheminement personnel, représenté comme un poids. Donc, tu sais, c'est un terme sur lequel je me questionne actuellement en me disant comme, est-ce que dorénavant, quand je fais une entrevue avec quelqu'un, est-ce que je pourrais, par exemple, lui demander, toi, comment tu te perçois? Tu sais, est-ce que c'est le terme qui te décrit? Est-ce que c'est plus survivante? Est-ce que c'est personne qui témoigne? Donc, je pense qu'au fur et à mesure qu'on continue à traiter le dossier, on se pose encore des questions, mais oui, il y a eu des mots sur lesquels j'ai réfléchi à l'époque. Puis il y a aussi légalement toute la notion de, faut toujours dire présumé, allégué, parce que ça reste quand même souvent des allégations qui n'ont pas été prouvées devant la cour. Donc, c'est tout un vocabulaire qu'il faut faire attention pour journalistiquement être juste et factuel, mais en même temps, pas diminuer ni augmenter, dans le fond, l'allégation. J'ai plusieurs questions qui me viennent en tête en vous écoutant. Là. Puis, j'imagine que Marie aussi, mais est-ce que tu me permets, Marie, juste d'épurer mon bloc? On s'est séparé les blocs, donc c'est ça le travail d'équipe. Alors, justement, sur la page du Devoir, quand on vous présente comme journaliste, il y a un mantra que vous êtes associé. Alors, appuyer les honnêtes gens et dénoncer les coquins. Oui. Alors, la question qui se pose, c'est comment cette idée-là de neutralité journalistique, comment vous pouvez la respecter? Est-ce que, surtout dans ce sujet-là, on passe, en tout cas, moi, je sais que quand je lis les journaux, puis même dernièrement, il y a eu Julien Lacroix qui est revenu dans les médias et tout ça, puis évidemment, on comprend ce que les victimes vivent, mais en tout cas, pour ma part, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une certaine forme d'empathie pour certains agresseurs allégués. Alors, vous, comment est-ce que vous vous situez dans cette question-là, dans cette éthique journalistique de neutralité? Est-ce que vous avez eu de la difficulté à respecter ça? Je pense qu'on est quand même conscient que empathie, tu sais, comme démontrer de l'empathie ne veut pas dire prendre un côté ou l'autre, mais la façon que moi j'ai trouvé de rester toujours neutre et objective et à avoir une certaine distance avec le sujet, c'est d'être vraiment transparente dans c'est quoi mon métier. Tu sais, donc moi, notamment en violence sexuelle, tu sais, je prends toujours la peine de bien expliquer c'est quoi les démarches d'une enquête journalistique. Moi, comme journaliste, c'est quoi mon rôle? Voici, donc là, tu sais, on va se parler, tu sais, vous allez témoigner. S'il y a des éléments que vous n'êtes pas à l'aise de dire on the record, il faut me le préciser. Puis, par la suite, après cette cueillette d'informations-là, moi, je dois faire une vérification, une corroboration. Et si jamais on arrive à se rendre à l'étape de on estime que c'est d'intérêt public et qu'on pourrait publier, bien, je mentionne toujours aux gens que la personne visée, la personne dénoncée, va avoir la possibilité d'aussi exprimer sa version des faits et que si elle le désire, elle va avoir un délai raisonnable pour le faire. Donc ça veut dire pas 2 heures rapidement, là, mais il faut vraiment qu'elle puisse compter sur le temps de pouvoir nous donner sa version. Donc, pour moi, c'est toujours de se ramener à ça, de c'est quoi notre rôle, de bien l'expliquer, de bien le vulgariser, puis de s'assurer que la personne qui est devant nous le comprend. Mais évidemment, dans les 5 dernières années, même si les gens disent comprendre, ils ont quand même parfois des attentes et parfois peuvent vivre des déceptions quand on n'est pas capable d'aller de l'avant ou au contraire, quand on va de l'avant, mais qu'on doit donner la parole à l'autre partie. Mais nous, dans le fond, c'est d'être équilibré. Puis, c'est sûr que je suis consciente que quand les gens viennent se confier à un journaliste, généralement, c'est un peu... tu ne te confies pas à un journaliste si ce n'est pas parce que tu as une volonté que ça sorte publiquement. Généralement, c'est que tu estimes qu'il y a une situation à dénoncer ou qu'il y a une injustice. Mais nous, c'est de balancer tout ça puis de s'assurer que quand on le présente, tous les points de vue sont présentés. En parlant de donner la parole, je vais donner la parole à Marie, parce qu'elle a sûrement d'autres questions à poser. J'ai plein d'autres questions là, qui me popent dans la tête. Je n'arrive pas à suivre mon propre train de pensée. Mais vous avez dit, on essaie de voir ce qui est d'intérêt public. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui peut ne pas être d'intérêt public? Comment on jauge que quelque chose est d'intérêt public dans ce genre de situation-là?
c'est sûr que généralement, on a des discussions en équipe, là, c'est-à-dire, par exemple, dans les cas de violences sexuelles, des témoignages, on en a reçu par dizaines, voire des fois un peu plus à la fois, là, surtout quand les mouvements éclatent. Mais parfois, si la personne n'a pas un rôle, si c'est quelqu'un dans l'ombre, est-ce qu'on va exposer en une d'un média une personne dont le travail peut-être n'est pas, par exemple, en lien avec le public ou des choses comme ça. Donc, il faut toujours évaluer qu'est-ce qu'il va avoir comme conséquence à la publication. Est-ce que cette personne-là a un rôle, par exemple? C'est sûr que si c'est le directeur d'un établissement réputé qui reçoit des sous, peut-être de certains programmes. Donc, c'est sûr que ça peut justifier qu'on va aller de l'avant. Après, est-ce que par exemple, la personne a déjà subi une conséquence, elle a perdu son emploi. Donc, c'est tous des éléments qui peuvent évaluer. Mais donc, c'est là où des fois, il y a des déceptions qui peuvent être créées parce que pour une personne qui, elle, a l'impression que son histoire est importante et qui mérite d'être dénoncée, mais quand nous, on l'évalue dans notre grille de est-ce que ça peut faire la une d'un journal puis qu'on arrive à la conclusion que non, c'est sûr que ça peut décevoir. Par contre, moi, ce que j'essaie toujours de rappeler, c'est que c'est pas perdu, dans le sens qu'il y a beaucoup d'histoires qui m'ont été confiées qui, en effet, une à une, ne pouvaient pas faire un texte à elles seules, mais qui, quand je les regroupais ou quand je réalisais un peu ce que les personnes me décrivaient, pouvaient peut-être faire un texte un peu plus d'analyse ou de perspective. Par exemple, des personnes dont l'agresseur est décédé, qu'elles ne peuvent pas le dénoncer, bien qu'aujourd'hui, elles vivent encore avec les répercussions de ça, ou encore une personne qui ne connaît pas qui est son agresseur parce que c'était un inconnu. Ce genre d'histoire-là, on en a reçu. Une à une ne pouvait pas être racontée, mais quand on en assemble, on est quand même capable de peut-être creuser un angle un peu plus d'analyse. Donc, ouais. Peux-tu m'en permettre une petite... C'est parce que vous avez fait référence au langage utilisé tout à l'heure, la façon de réfléchir aux termes qu'on emploie dans un article pour parler des victimes ou ainsi de suite. Oui. Est-ce que ça fait l'objet de réflexion d'équipe, de discussion d'équipe? Parce qu'on le voit, il n'y a pas si longtemps au Québec, on parlait encore de drames conjugaux. Oui. Maintenant, au Québec, on ne parle plus de cette façon-là. On ne traite plus la violence conjugale de la même façon. Les agressions aussi, on voit que le langage se déplace, la signification des mots se déplace. Mais est-ce que vous le créez tout seul, chacun dans votre coin, les journalistes, ou il y a quelque chose qui émerge de collectif dans la discussion sur la façon de parler de ces enjeux-là? C'est un mélange des deux. En fait, pour la violence conjugale, ça, je peux en témoigner parce que, au Devoir, il y a 3 ans, on a fait un premier grand dossier sur le sujet. Puis, on a eu cette discussion-là avant de le publier avec ma collègue Magdalene Boutros, qui est journaliste aussi au Devoir et avec qui on a travaillé beaucoup ensemble sur la violence conjugale. Mais je me rappelle que ça a été une des premières questions, quel mot on va utiliser. Bien entendu, le terme drame conjugal, on savait qu'on allait l'éviter, mais moi-même, je l'ai utilisé. Moi-même, j'ai un article à l'époque où j'étais au journal qui existe encore, qui est en ligne, où j'ai utilisé le terme crime passionnel. Puis, oui. Scandale. Puis, en même temps, je l'assume dans le sens que je me dis, à cette époque-là, quand j'ai écrit, j'y allais avec les mots-clés dans le milieu. Dans le milieu policier, c'est souvent comme ça quand on arrive sur le terrain, on va nous décrire ce qui est en train d'arriver. Puis quand j'ai publié ce texte-là, j'ai malheureusement pas questionné plus que ce qu'il fallait, ce que j'étais en train d'utiliser comme terme. Aujourd'hui, bien entendu, je n'utiliserai plus ce terme-là pour décrire ça. Mais nous, on a eu cette discussion-là à l'interne sur le terme féminicide, meurtres conjugaux, les façons de mieux... en fait, c'est que ça veut dire la même chose, mais c'est factuel. Un meurtre conjugal, ça dit ce que ça dit, puis c'est pas mal factuellement mieux dire ça que crime passionnel ou drame conjugal. Donc ça, on l'a eu comme discussion à l'interne. Puis sinon, c'est sûr qu'à chaque année, bon, là, avec la pandémie, ça n'a malheureusement pas pu se faire en présentiel, sauf cette année, mais on a un congrès où les journalistes, on se réunit à chaque année. Puis souvent, il y a justement des ateliers ou des conférences sur ces thématiques-là où on peut
ensemble discuter un peu de ce type de sujet-là. Les violences sexuelles et conjugales, dans les 3 dernières années, ont fait l'objet de ce type d'atelier. Donc, puis, on le constate aussi, tu sais, aujourd'hui, peu importe quelle plateforme médiatique je consulte, je vois ce changement dans l'utilisation des termes, là, que ce soit Radio-Can, la presse, le Journal de Montréal, nous, au Devoir, ou n'importe quel autre média que je consulte, je vois que tout le monde a commencé à faire cette réflexion-là. Bien, j'ai une idée qui me vient en tête comme ça. Puis justement, Marie et moi, on en discutait, puis on avait de la difficulté à formuler une question. Alors, on disait, on aimerait ça aller là, mais on n'est pas sûr de comment l'amener. Mais là, finalement, je pense que tu nous tends une perche. Alors, nous, évidemment, on réfléchit comme sociologue. On n'est pas journaliste, mais on peut faire la même, un peu la même chose. On fait des analyses et tout ça. Pas exactement de la même façon, mais justement... t'expliquais qu'il y a quelques années, tu utilisais certains termes, puis que j'ai senti dans ta réaction que tu dis, mon Dieu, aujourd'hui, je regarde ça, puis je me dis, hi! Bon, OK. Donc, ton regard a changé et tu te rends compte qu'aujourd'hui, tu n'utiliserais plus ces mots-là. Donc, il y a une transformation au niveau de la culture et de la perception, des normes aussi langagières, mais parce que ces mots-là sont connotés, puis ils sont porteurs de valeurs aussi, hein, parce que, bon... Et nous, on se posait la question, bon, il y a toute la question des agressions sexuelles, mais en tout cas, notre lecture, c'est que le traitement et, en fait, ce mouvement-là déborde de la question des agressions sexuelles et ça va même jusque dans la culture, là. Donc, il y a eu aussi beaucoup de débats autour de ça. Certaines femmes disaient, oui, mais là, on devrait avoir le droit d'importuner. Vous en faites référence, justement. Ouais, ben, je passe du vous au tu. C'est correct. Bref. Alors, donc, nous, ce qu'on a l'impression, c'est que c'est vraiment... Il y a quelque chose qui est en train de se jouer au niveau culturel. Et le lien que je faisais avec les transformations de terminologie, puis quand on regarde, on se dit, mon Dieu, j'ai utilisé ce terme-là, on se disait, mais il y a quand même des comportements qui étaient autrefois admissibles. On ne parle pas d'agression, là, mais certains comportements qui aujourd'hui sont interprétés différemment. Oui. Alors, donc, on pourrait très bien s'imaginer, par exemple, que quelqu'un a posé un geste il y a quelques années en se disant, ben, je pense qu'on ne le percevait même pas comme ça, par exemple, se faire siffler sur la rue. Oui. Il y a même certaines femmes qui trouvaient ça le fun, dans certaines circonstances, évidemment. Donc, on a l'impression vraiment qu'il y a quelque chose aussi qui déborde des agressions sexuelles. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Ou vous voyez que je suis toujours pas capable de formuler ma question. Je tourne autour du pot. Oui, mais en fait, oui, je pense que, notamment en 2020, c'est un peu ce que je voulais dire quand la liste est apparue, puis que, justement, on ne savait pas exactement ce qu'on reprochait aux gens. Il y a eu des listes qui parlaient d'harcèlement psychologique, qui étaient quand même quelque chose que plusieurs ont vécu, mais qui était toléré. Mais, comment dire, comme journaliste, c'est sûr que moi... je vais encore redire, moi j'ai l'impression que mon rôle à moi, c'est d'observer, de rapporter le fait que aujourd'hui, on se questionne sur ce type de est-ce qu'on peut encore siffler ou est-ce qu'on ou au contraire, les gens qui nous disent comme ben là, aujourd'hui, on ne peut plus rien faire à cause de votre travail. Donc, on est toujours un peu... c'est ça, exact. Donc, mais oui, je le constate, c'est-à-dire ça fait partie des choses qu'on entend. Mais en même temps, ce questionnement-là naît du fait qu'on peut en discuter. Comme il y a quelque chose, je pense, d'intéressant à pouvoir au moins l'aborder sans dire on ne peut plus siffler. Juste le fait qu'on se questionne pourquoi tu siffles. J'ai l'impression que ça nous permet de quand même faire une introspection sur certaines choses qu'on faisait peut-être puis qu'on prenait pour acquis ou qu'on pensait tolérables. Moi, j'ai l'impression que ça contribue à, c'est ça, l'introspection qu'on peut tous faire sur certaines situations qu'on a soit vécues ou provoquées. Autrement dit, ça a ouvert une boîte à questions, cette affaire-là. Là. Ben oui, c'est ça. Okay. Exact. Donc, le rôle d'observatrice, oui, mais en même temps, c'est un rôle après ça. Vous devez continuer à questionner ces enjeux-là. Oui, bien nous, on nourrit, c'est ça. C'est ça, exact. Donc, qu'est-ce qui s'en vient, là? C'est quoi les sujets dont on va traiter à partir de là? La boîte s'est ouverte, toutes les questions sortent. Lesquelles on saisit en tant que journaliste qui est devenu un peu spécialiste dans ces questions-là maintenant? Bien, moi, j'ai l'impression qu'il y a encore quand même beaucoup de questions
auxquelles socialement, il va falloir, tu sais, comme répondre. Par exemple, euh, bien qu'on ait brisé un peu certains stéréotypes, c'est-à-dire aujourd'hui, on comprend que, tu sais, une personne qui est victime peut être restée en contact avec son agresseur allégué, que souvent l'agresseur allégué n'est pas un inconnu qui paraît mal, pas beau, tu sais. Au contraire, souvent, c'est un homme qui paraît très bien, qui peut être un père de famille, il s'exprime bien, est ambitieux, est gentil, sans doute avec son entourage. Donc, cette image-là, en ce moment, j'ai l'impression que, bien qu'elle ait été brisée, il y a encore de quoi à travailler là-dessus, sur le fait que c'est pas... Les femmes, c'est pas des personnes vulnérables et l'homme n'est pas un monstre. Donc, ça, on travaille encore là-dessus. Mais disant ça, c'est la responsabilisation des personnes visées. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a assez, par exemple, de programmes d'aide aux personnes violentes, que ce soit sexuellement ou conjugales? Est-ce que ces personnes-là vont vers ces ressources-là? Puis si oui, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'elles sont capables de se réhabiliter? Puis une fois qu'on parle de cette réhabilitation, là, on l'a vu récemment avec certaines personnalités publiques, Marie-Pierre Morin, Julien Lacroix, Éric Lapointe, qui font des retours. Qui doit les pardonner? Est-ce que pour revenir publiquement, le pardon doit venir de leur public, ou est-ce que ce pardon-là doit être obtenu auprès des personnes auprès desquelles elles auraient eu des comportements inappropriés? Donc, ces questions-là sont encore là. Je pense qu'on n'y a pas encore répondu. Puis malheureusement, c'est pas moi qui vais avoir la réponse à ces questions-là, mais je vais encore être là, dans le fond, pour recueillir justement les réponses, ou du moins la réflexion qui va nourrir peut-être un début de solution. C'est ça. Ben, je peux peut-être rebondir, à moins que Marie ait quelque chose. On avait des petites questions aussi par rapport à comment vous avez vécu la couverture médiatique de cet événement-là, surtout comme femme. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu aborder ce sujet-là comme journaliste masculin? Est-ce que... Oui. C'est une bonne question. Jusqu'à présent, en effet, c'est surtout des femmes qui ont couvert qui ont fait les enquêtes sur les violences sexuelles. Je pense que peut-être ce qui nous distinguait, c'est que comme femmes, on était capable de se dire, toujours en rappelant que je suis journaliste, je suis dans un rôle où je n'ai pas à me positionner, mais ce que j'entendais n'était pas comme farfelu, là, comme quelqu'un qui nous raconte avoir subi une agression, mais être resté en contact avec la personne. Je pense que notre réflexe, c'était pas de faire comme « Ah, c'est impossible ». Si vraiment la personne est agressée, elle lui aurait pas reparlé. Je pense que comme femme, on était capable de faire cette distinction-là, que peut-être mes collègues masculins, du fait qu'on est quand même dans une société qui était avec des stéréotypes et tout, auraient peut-être eu un réflexe de faire comme ben, il a écrit. C'est un peu quand même comme ça qu'on réagissait à une autre époque. Donc, moi, c'est plus comme ça que je le vois. C'est que ce qu'on me racontait, je me disais comme, oh non, je me disais pas c'est impossible d'être en train d'inventer ça. C'était encore une fois de dire à la personne, j'entends ton témoignage, est-ce que tu as des échanges écrits, ou comme j'essayais de voir de quelle façon je pouvais corroborer, malgré le fait que c'était une histoire entre deux personnes qui sans doute allaient avoir des versions contradictoires. Donc, c'est plus là où j'ai l'impression que ça nous a peut-être distingués de si ça avait été un collègue masculin. Ouais. Donc, une forme de, comment je pourrais dire, c'est peut-être pas le bon terme, de biais, parce que vous l'avez. Donc, de votre position de femme, oui, en fait, ça vous a permis de comprendre les choses de ce point de vue-là, du point de vue. Oui, j'ai l'impression, parce que ça reste que comme femme, j'ai quand même, bien que. En fait, comme femme, je veux dire, comme tout le monde, je marche sur des artères principales la nuit. Je veux dire, comme tout le monde, j'ai ces réflexes-là qui sont liés au fait qu'on est des femmes puis qu'on a été mise en garde de certaines choses. Donc, on développe ce type de réflexe-là. Donc, puis
on a toutes des amis qui nous ont déjà raconté des histoires qui sont à la limite d'eux et qui, aujourd'hui, avec nos yeux et nos connaissances sur ce qu'est le consentement et tout ça, ben on n'a plus la même lecture qu'on l'avait peut-être il y a quelques années. Donc, je pense que c'est là où ça a peut-être effectivement joué. Oui, ça, c'est une des choses qui m'a frappée dans votre livre. À un moment donné, il y a une petite phrase où vous dites: avec le mouvement, moi aussi, on s'est rendu compte qu'on connaissait tout quelqu'un qui s'était fait agresser, mais que personne ne connaissait d'agresseur. Oui. Oui. Je n'ai pas de questions, c'est juste... ça m'a vraiment frappée comme phrase. Oui. Par contre, j'ai une question qui relève... Vous avez parlé tout à l'heure de justice réparatrice. Oui. Comme si... Ce qui est intéressant, en tout cas, une des choses qui est intéressante dans le livre, c'est vraiment le travail journalistique qui est en parallèle du travail de la justice, qui n'a pas les mêmes buts, qui n'a pas les mêmes visées, qui n'a pas la même façon de fonctionner. Puis vous parlez souvent de cette idée-là de justice réparatrice comme étant peut-être quelque chose qui, pour certaines victimes, pourrait être quelque chose qui se rapprocherait davantage de ce qui pourrait leur faire le plus de bien. Oui. Qu'est-ce que c'est la justice réparatrice? Bien, en fait, la justice réparatrice, c'est une alternative à la justice civile et criminelle, c'est-à-dire ce qu'on connaît comme étant une plainte à la police qui mène à des accusations, qui va mener à un procès, qui va peut-être mener à une condamnation. Donc, la justice classique, comme on la connaît, l'objectif, c'est soit qu'une personne soit emprisonnée parce qu'elle a commis une infraction et donc elle doit payer un prix pour cette infraction-là. La justice civile, c'est obtenir un dédommagement. J'ai subi un tort. Ce tort-là a eu des répercussions psychologiques. Aujourd'hui, je dois consulter, donc j'espère avoir un montant pour dédommager tout ça. La justice réparatrice, elle est beaucoup plus dans le sentiment, donc dans le fond, la volonté peut-être d'une personne victime de pouvoir s'asseoir avec la personne qui lui a fait du tort et de pouvoir lui exprimer comment elle s'est sentie, comment elle l'a vécu, dans l'objectif que cette personne-là reconnaisse, s'excuse et surtout se responsabilise et ne récidive pas. Donc, c'est une justice vraiment plus sociale, c'est-à-dire l'objectif n'est pas que la personne soit condamnée, qu'elle se retrouve en prison ou qu'elle ait un montant d'argent à lui verser. C'est vraiment un sentiment, c'est un besoin beaucoup plus de réparation en discussion. Donc, puis en fait, c'est que avec le recul, 5 ans plus tard, quand je regarde, souvent dans les témoignages, c'est ce qui revient, les personnes qui dénoncent une agression sexuelle, souvent, ce qu'elles vont dire, c'est on veut juste qu'ils s'excusent puis qu'ils reconnaissent que cette fois-là, il a franchi ma limite, il n'a pas respecté mon consentement ou il n'a pas écouté quand j'y ai dit non. Pour elle, juste le fait que la personne reconnaisse, c'est souvent, pas toujours, parce qu'il y a des personnes qui veulent quand même judiciariser, mais pour plusieurs, ça serait assez pour sentir que ce qu'elles ont dénoncé était valide, puis que dans le fond, leur trauma est reconnu. T'sais. OK. Donc, ce qu'on attend de la journaliste, c'est quasiment plus de cet ordre-là, dans la mesure où si je veux poursuivre quelqu'un en justice, puis je vais parler à une journaliste, je peux nuire à ma cause, en quelque sorte. C'est quand même dangereux. C'est sûr que généralement, quand les dossiers sont judiciarisés, les gens vont parfois être un petit peu plus réticents à nous parler. Par contre, il y a différents objectifs, c'est-à-dire, par exemple, au départ, pour plusieurs, c'était aussi de démontrer qu'il y avait une tolérance, que pendant des années, on avait été témoin et on avait toléré des comportements. Après, il y avait aussi une volonté de certaines de faire comme en ce moment, la justice telle qu'on la connaît a des lacunes. Je pense qu'aussi dans les corps de police, dans les palais de justice, il y a beaucoup de choses qui ont changé également depuis 2017. Encore aujourd'hui, c'est peut-être pas parfait, puis il y a encore beaucoup de difficultés, mais je pense que la médiatisation
de certains témoignages a permis de comprendre comment ça fonctionnait et surtout de réaliser pourquoi c'était si compliqué pour une femme de se dire oui, mon réflexe va aller est d'aller au poste de police et non pas de me taire parce que je suis mal reçue. Ça nous a quand même permis de voir qu'il y avait des façons de faire qui parfois étaient questionnables. Puis ça, c'est quand même le travail journalistique qui l'a permis. Donc, je pense qu'il y avait différents objectifs. Parfois, c'est de dénoncer une situation. Parfois, c'est d'ouvrir la discussion. Mais à travers tout ça, j'ai l'impression que même les institutions, comme justement les corps de police, le DPCP, ils ont aussi eu à répondre de leur façon de faire. Donc, en 5 ans, ça a beaucoup changé. J'imagine que dans 5 ans encore, ça va avoir encore beaucoup changé. Si jamais ça vous tente de faire moi aussi 10 ans plus tard, moi, je vais être votre première lectrice. J'ai juste pas de montre. Jacques, est-ce que tu vas nous faire signe quand ça va être l'heure des questions de la salle ou... Ben, je pense qu'on a encore quelques questions. Est-ce qu'on a encore un peu de temps? Bon, OK. Moi, ce que je trouvais intéressant, justement, pour continuer, en fait, sur cet angle-là, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans le livre, c'est de comprendre, finalement, les différentes avenues possibles pour une victime. Et d'ailleurs, je pense que ça fait partie de votre travail, finalement, c'est de démêler, en fait, tout ce fouillis, en fait, pour les victimes et même pour le public, parce que on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on doit faire si, par exemple, ça nous arrive. Si ça ne nous est pas arrivé, on ne sait pas plus. Alors, donc, moi, ce que j'ai compris, en fait, c'est que la dénonciation par les médias, c'est une avenue qui peut parfois entrer en contradiction avec ou qui peut nuire à la judiciarisation. Judiciarisation. Voilà. Et la justice réparatrice, par exemple, qui est une avenue qui me semblait très intéressante, a quand même des limites, hein, parce que vous l'avez expliqué, là, que c'est difficile d'arriver à... Oui, actuellement, dans sa forme... Oui, c'est ça. Oui, en fait, c'est que actuellement, quand ton dossier est judiciarisé, c'est sûr que dans la forme actuelle qui est notre système de justice, c'est pas nécessairement encouragé qu'un accusé, par exemple, se dise « je vais participer à une démarche de justice réparatrice avec la plaignante », donc la victime présumée, parce que ça serait en quelque sorte un aveu, de dire si je m'assois avec elle, ça veut dire que la personne admet, dans le fond, avoir quelque chose peut-être à se reprocher. Donc, dans la forme actuelle de fonctionnement de la justice criminelle, c'est peut-être pas encore adapté à ce qu'un accusé aille vers ce type de démarche-là, mais je sais que c'est une volonté autant des avocats de défense, comme je pense qu'ils sont pas ouverts, qu'ils sont pas fermés, au contraire, je pense qu'ils sont pas fermés à l'idée d'aller vers ça, mais c'est sûr qu'il faudrait peut-être revoir un peu, justement, pour pas qu'un accusé ça lui nuise si la cause continue à être judiciarisée. Si je comprends bien, en fait, autant du côté de l'accusé et de la victime, il y a dans toute cette histoire-là plein de possibilités de se mettre les pieds dans les plats. Exact, c'est ça. Parce que si la victime accepte, c'est aussi pour elle de dire ben elle est capable de s'asseoir devant cette personne-là. Donc, pour les deux, étant donné comment fonctionne le système de justice criminelle, c'est une question de perception, puis ça peut toujours être utilisé contre toi, là, parce que c'est quand même comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Donc, c'est pas nécessairement l'avenue qui va être encouragée, bien que pour plusieurs, ça pourrait être la meilleure option. Sachant tout ça aujourd'hui, est-ce que, par exemple, si une victime se présente à vous pour dénoncer, par exemple, un agresseur ou une agresseuse d'intérêt public, est-ce que votre éthique professionnelle vous commanderait de tout lui expliquer ça? Étant donné que vous savez tout ça, donc avant de recueillir son témoignage, lui dire, ben est-ce que tu dois faire un choix du chemin à prendre là, pour traiter ta demande? Bien, c'est sûr que moi, ça fait partie des questions que la justice réparatrice, pas exactement, mais tu sais, par exemple, j'ai toujours posé la question si il y avait eu plainte à la police ou s'il y avait intention de porter plainte à la police. Par contre, ça ne nous limite pas dans le fait qu'on
puisse ou non aller de l'avant avec un article. Je pense que c'est juste de prendre les précautions. Par exemple, si on sait que ça va être judiciarisé, c'est de s'assurer avec la personne de ce qu'elle est à l'aise de voir qui va être publié noir sur blanc dans le journal et qui va vivre à tout jamais, là, dans le sens que nos écrits vont rester en ligne et tout. Mais j'avoue que la justice réparatrice, ça fait partie des conversations très récentes, donc je n'ai pas encore eu à l'aborder. Voilà, je vois l'heure a été ajustée, puis on s'approche, je pense, de l'heure des questions. Mais j'ai peut-être une petite dernière question avant. Y a-t-il des sujets qu'on ne peut pas toucher, qui sont tabous? Autour des agressions, en violence sexuelle, en violence... Oui. Je pense... Est-ce que tu penses à quelque chose en particulier ou c'était vraiment... Parce que j'ai l'impression que non, mais je pense qu'il y a peut-être des angles morts encore. C'est-à-dire, tu sais, comme tout ce qui est arrivé avec Hockey Canada, tu sais, je pense qu'on ne voyait pas venir dans le sens... puis on parle aussi d'événements passés. Donc, tu sais, est-ce que si ça avait éclaté dans les années où c'est réellement arrivé, est-ce qu'on aurait eu la même couverture? Donc, ça, c'est une question que je me pose, mais je pense qu'il n'y a pas de sujet tabou. Le seul enjeu, comme journaliste, c'est toujours de réussir à avoir des sources à corroborer puis à aller à publication. Mais ça, à mes yeux, c'est un défi que peuvent poser n'importe quel autre type de dossier dans n'importe quel autre type de secteur. Donc c'est ça. Tu sais, moi, j'ai l'impression que non, mais ça ne veut pas dire que c'est facile de réussir à se rendre à la publication. OK, intéressant. Alors, on invite les gens dans la salle à poser leurs questions. Nous, on a, à moins que je me trompe, mais il me semble qu'on a parlé surtout autour du livre, du travail de journaliste, mais il y a beaucoup de choses qui sont dans le livre qui n'ont pas été révélées. Avant de le lire, peut-être que vous avez envie de poser des questions. Je suis certaine que vous pouvez en avoir. Donc, on vous encourage fortement à poser vos questions. Il n'y a pas trop de gêne. On est entre nous, là. Vous voyez, c'est très, 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 très intime. Alors, voilà. Je vous encourage à aller poser une question. Des fois, ça prend quelqu'un pour briser la glace. Il y a un jeune étudiant qui se dirige au micro. Oui. Alors, merci beaucoup pour cet échange. Je reviens peut-être, il y a toujours un aspect qui me turlupine. Du côté de l'information, du journalisme, on s'en était parlé peut-être aussi un petit peu avant de rentrer ici. On associe souvent le journal Le Devoir à la rigueur journalistique, etc. C'est sans doute la même chose ailleurs aussi, mais peut-être un petit peu plus. Et dans les derniers mois, est arrivé évidemment quelque chose d'assez particulier, à mon avis inusité, c'est que le journal La Presse a décidé de revenir sur l'enquête du Devoir. Et j'aimerais avoir un petit peu vos réflexions par rapport à ça, parce qu'il me semble que c'est plutôt, c'est très particulier que ce grand quotidien, qui a aussi sa rigueur journalistique, décide de prendre un petit peu la porte de côté et de recommencer ou de revenir sur... Et donc, comment le journal Le Devoir a-t-il réagi? La direction, parce qu'il n'y a pas juste la journaliste Amélie Pineda, mais il y a la direction aussi du Devoir. Et comment ça a secoué les puces dans le milieu journalistique, ça? Je pense que la question qui était posée dans l'article de La Presse, c'est-à-dire comment des... en fait, pour rappel, c'était... des présumés, des femmes qui avaient témoigné contre l'humoriste Julien Lacroix qui témoignaient de leur cheminement 2 ans plus tard. Donc, je pense que la question du cheminement de personnes qui ont dénoncé, c'est une question qui est d'intérêt. Puis, moi-même, je la pose dans le livre, à la fin, à certaines des femmes qui avaient témoigné à l'époque en 2017 pour savoir, comme 5 ans plus tard ou 2 ans plus tard, comment vous voyez votre dénonciation. Je pense que... puis certaines regrettent, d'autres, au contraire, sont très fiers de l'avoir fait. Donc, je pense que cette question-là était pertinente. Par contre, moi, ce qui m'avait préoccupé, c'était l'aspect de le lier à une enquête qui n'était pas la leur parce que, en effet, c'était inédit, c'est-à-dire...
comme journaliste, on a quand même des normes déontologiques à respecter. Donc, quand on fait des enquêtes, ça sous-entend qu'on a souvent des sources anonymes. Quand on a des sources anonymes, parfois, il y a des conversations qui sont on the record, mais parfois aussi off the record, c'est-à-dire c'est des éléments qui nous sont confiés pour mieux comprendre un contexte, mais qu'on ne pourra jamais utiliser publiquement. Donc, c'était là où résidait ma préoccupation parce que moi, dans le fond, c'était impossible pour moi de pouvoir répondre parce que, dans le fond, j'aurais contrevenu à mon code de déontologie, c'est-à-dire j'aurais mis peut-être certaines sources. Tu sais, je ne pouvais pas briser mes liens avec mes sources. Donc, c'est plus à ce niveau-là que j'ai eu une préoccupation. Mais sinon, la question aurait pu se poser, à mon avis, en faisant peut-être un bilan un peu plus général de ces 5 dernières années et peut-être pas d'un cas précis, dans ce cas-ci, une enquête qui n'était pas la leur. Donc, c'est ça. Vas-y, Lisanne. Ben, juste pour appeler à d'autres questions. Sinon, nous, on en a encore plein, là, mais on aimerait ça vous entendre poser des questions parce qu'on n'a peut-être pas les mêmes... Les mêmes préoccupations. Vous n'avez pas lu le livre, alors peut-être qu'il y a des choses que vous êtes curieux de savoir, d'apprendre. Sur aussi le métier de journaliste, peut-être que c'est quelque chose qui vous intéresserait éventuellement. Donc, vous pouvez poser des questions sur comment est-ce qu'on peut en arriver justement à être journaliste. Bon, ben, je vais la poser, la question. Comment on en arrive à être journaliste? Oui, qu'est-ce qui vous amène à être journaliste? Ben, en fait, c'est une bonne question parce que au cégep, j'étais en art profil communication, mais sincèrement, je ne savais pas exactement si j'allais vraiment me diriger vers le journalisme. Puis, c'est en discutant avec des amis du cégep que j'avais appris que la cotère, parce que veux pas, c'est quand même ça qui oriente pas mal de ta vie quand tu es au cégep, que j'avais la cotère pour pouvoir appliquer au programme en journalisme. Puis, à l'époque, c'était un programme qui était assez contingenté. Et donc, j'ai réussi à passer des entrevues à l'UQAM et j'ai été acceptée. Puis, en même temps, avec du recul, j'ai l'impression que c'était vraiment la profession qui correspond le plus à ma personnalité, c'est-à-dire observer, poser des questions, puis résumer pour que les gens puissent être au courant de ce qui se passe. En fait, je pense que c'est ça que j'aime du métier, c'est que moi, je me dis, moi, j'ai le privilège d'être aux premières loges de ce qui se passe, mais mon travail à moi, c'est de le rendre accessible aux gens qui, eux, ont une vie, font du 9 à 5, ont des enfants, comme... Moi, ma job, c'est de résumer ça pour eux puis de leur permettre d'être informés factuellement de ce qui se passe. Vas-y, moi, je gère mes lunettes. Alors, j'avais une question que j'ai perdue. Je pense que c'est l'âge, là. C'est ça passe et puis ça ressort. Ah oui, c'est ça qui m'intéressait. Aujourd'hui, les jeunes, en fait, puis ça fait pas depuis... Ça fait quand même un certain nombre d'années. Il y a beaucoup d'avenues possibles. Puis des fois, ben, on arrive à étudier dans un domaine ou faire un métier un peu, on se laisse un peu porter par le vent. Puis bon, on n'a pas nécessairement un objectif, puis on y arrive là, en ligne droite. Alors, si je comprends bien, parce que vous êtes quand même assez jeune, là, je constate que vous êtes assez jeune. Je sais pas. Bref, prenez-le comme un D'accord, je vais le prendre comme... Je pense que j'ai l'air plus jeune que ce que je suis. OK. Mais est-ce que c'était dans le fond, votre objectif et puis vous y êtes venu ou vous avez fait des petits détours? Ah non, oui, ça a été... une fois que je suis rentrée à l'université, ça a été mon objectif. Par contre, je ne savais pas exactement si je voulais faire de l'écrit, de la télé, de la radio. Je me suis dirigée naturellement vers l'écrit, je pense, pour une raison très simple, c'est que je suis une Montréalaise et je voulais rester à Montréal. Donc, j'avais pas le désir nécessairement d'aller dans une autre ville pour commencer, par exemple, à la télé ou à la radio. C'est souvent ce qui arrive, c'est-à-dire qu'il faut que tu t'éloignes pour faire tes débuts, puis éventuellement, tu reviens à Montréal. Moi, je savais que je voulais travailler à Montréal. Donc, au départ, j'ai été journaliste dans les
c'était les journaux qu'on distribuait dans les circulaires, les hebdos de Transcontinental. Donc, ça m'a vraiment permis à l'écrit de me familiariser avec, tu sais, c'était quoi couvrir de l'actualité au quotidien. Mais j'ai tout de suite su que je voulais rester à Montréal. Puis avant, dans mon autre vie, dans ma première vie de journaliste, j'ai couvert la politique municipale. Donc, tu sais, ça correspondait vraiment un peu à ce que j'aimais, c'est-à-dire je couvrais la ville de Montréal dans la ville où j'ai grandi. Donc, c'était vraiment comme parfait pour ce que je voulais faire au départ. Puis là, bon, aujourd'hui, je suis rendue vraiment ailleurs, là, mais un peu loin de la politique municipale, mais c'est ça. Donc, c'était vraiment, c'est vraiment ça qui m'a conduit à faire l'écrit en premier. Mais j'ai pas, une fois que je suis rentrée dans le milieu, j'ai pas trop hésité. OK. Est-ce que, c'est vraiment une question de curiosité personnelle, là. Quand on travaille sur un sujet comme ça, puis qu'on se fait happer par un sujet comme ça, puis ça devient, disons, le gros sujet sur lequel on travaille pendant toutes ces années-là, est-ce que c'est difficile d'en sortir après ou on devient étiqueté comme étant la spécialiste de ce sujet-là, puis on a de la difficulté à parler d'autres choses, à avoir la même crédibilité, à parler d'autres sujets? Ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, tu sais, avec mes collègues qui avons couvert, parce que, tu sais, aujourd'hui, je travaille avec Stéphanie Vallet, qui, elle aussi, à l'époque, elle avait fait l'enquête sur Éric Salvaille et beaucoup d'autres enquêtes concernant les violences sexuelles. C'est sûr qu'on a été étiquetés. Mais en même temps, c'est pas, comment dire, quand on est journaliste, des fois, on développe des champs d'expertise. Comme par exemple, je peux penser à mon collègue Alexandre Shields, qui est la référence journalistique en environnement. Tu sais, je veux dire, c'est pas nécessairement négatif le fait d'avoir été, disons, associé à ce type de sujet-là, parce que d'ailleurs, avec la violence conjugale, on dirait que, au contraire, ça me permet à chaque fois que je termine un sujet de déjà faire comme il y a un autre angle qui pourrait être intéressant à explorer. Mais c'est certain que c'est des sujets qui sont parfois très lourds, là, dans le sens, c'est pas des journées tranquilles, c'est pas des soirées, parce que parfois, malheureusement, ça peut s'étirer. Donc, c'est d'essayer de doser dans tout ça. C'est plus ça. Mais je pense que c'est une bonne chose que maintenant, on soit étiqueté quand même. OK. Je ne le perçois pas négativement. Parfait. Alors, il y a des questions au micro, on est content. J'avais une question parce que j'aimerais ça être journaliste, moi aussi, plus tard. Puis je me demandais comme si vous pouviez nous donner un peu à quoi ça ressemble une journée comme quotidienne, travailler au devoir, qu'est-ce qu'on fait, comment ça fonctionne. Est-ce que vous avez une fréquence des articles que ça doit être écrit? Publier, ben en fait, tout dépendamment du type de journalisme que tu veux faire. Par exemple, comme je te disais, moi, au départ, j'étais généraliste, donc je n'avais pas de secteur de couverture. Donc, ma journée commençait souvent autour de 8 heures, où moi, je faisais ma recherche de sujets, c'est-à-dire je surveille les réseaux sociaux, je regarde aussi quand tu as une conversation avec des amis, puis parfois ils peuvent peut-être te parler d'une problématique qu'ils ont vécue quelque part. Ça peut te donner des idées. Après ça, on a généralement une réunion avec notre supérieure immédiate, avec qui tu discutes de tes idées de sujet, ou elle va t'attribuer un sujet. Par exemple, s'il y a une conférence de presse du premier ministre que personne ne peut couvrir, ben toi, tu vas être envoyé. Mais quand il n'y a pas d'affectation, tu peux, toi, proposer tes sujets. Sinon, moi, j'aime mieux être transparente. Comme journaliste, tu sais à quelle heure tu commences, mais tu ne sauras jamais à quelle heure tu finis. Ça, c'est vraiment comme pas mal comment je peux résumer ma vie, là. C'est-à-dire, surtout quand on est généraliste, tu sais à quelle heure tu vas commencer, mais des fois, ta journée peut complètement prendre un autre tournant, puis tu peux finir beaucoup plus tard que prévu. Donc, ça, c'est vraiment quand tu es généraliste. Après, aujourd'hui, moi, je suis rendue à l'enquête, donc je suis journaliste d'enquête. Donc, ça fait 2 ans que je suis dédiée à temps plein qu'à des dossiers d'enquête. Donc, en ce moment, je ne travaille plus pour publier le lendemain. Je travaille sur des dossiers qui peuvent parfois prendre quelques semaines, parfois quelques mois. Donc, c'est vraiment plus de gérer mes entrevues, la collecte d'informations. Puis, quand je vois que j'ai assez de matériel, là, on commence à envisager une date de publication.
Donc c'est ça. Mais il y a tellement de types de journalisme que c'est sûr qu'avec tes intérêts, puis aussi, toi-même, à un moment donné, tu vas te développer tes propres expertises puis tes propres goûts. Donc, tu vas être capable de trouver le créneau qui va te correspondre. De rien. Bonjour, moi aussi, je suis intéressé par le métier de journalisme. On étudie en médias ici. Puis, je me demandais, je vais prendre l'exemple de l'affaire Julien Lacroix. Quand un gros dossier comme ça arrive, c'est quoi les étapes de comment ça commence, comment on se met à s'interroger là-dessus, après ça, aller chercher les informations. J'aimerais savoir les étapes de comment l'enquête se fait, comment l'enquête arrive pour qu'après ça, on se rende au point de publication. Surtout avec quelqu'un qui est beaucoup dans l'œil public comme ça. Oui. Ça doit être assez compliqué, j'imagine. Bien, c'est sûr que, tu sais, en enquête, autant parfois, ça peut prendre quelques jours, des fois, ça peut prendre des semaines, des fois, des mois, des années. Donc, on ne sait jamais quand tu t'embarques dans un sujet, combien de temps ça va te prendre pour te rendre à la publication. Dans le cas de Julien Lacroix, à l'époque, c'était pendant la vague de 2020, donc j'avais eu des témoignages. Puis au début, tu ne sais jamais si ces témoignages-là, tu vas réussir à les corroborer. Donc, corroborer, ça veut dire est-ce que la personne, par exemple, en a parlé à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut confirmer que à l'époque où ça se serait produit, la personne en a parlé? Est-ce qu'il y a des échanges écrits? Est-ce qu'il y a des textos, une photo? Donc, l'étape de corroboration, validation, c'est vraiment d'essayer de trouver le maximum de validation que ce qu'on est en train de te décrire, c'est produit. Puis par la suite, c'est d'évaluer est-ce qu'on peut conserver le témoignage? Si oui, dans le fond, si oui, ben là, tu évalues, est-ce qu'il y a intérêt. Dans le cas de Julien Lacroix, c'était une personnalité publique. À l'époque aussi, il faisait beaucoup de capsules sur, je pense que ça s'appelait On parle de sexe. Donc, il y avait des éléments qui justifiaient qu'on s'intéresse à lui. Puis par la suite, comme je disais tantôt, c'est de toujours rappeler aux personnes qui témoignent qu'on va donner la parole à l'autre personne, dans ce cas-ci, Julien Lacroix. Donc, j'ai communiqué avec lui pour lui faire part qu'on avait des allégations d'inconduite sexuelle, s'il voulait y répondre. Puis, à l'époque, il n'avait pas désiré commenter, mais dans le fond, j'ai fait une entrevue avec lui, une entrevue qui, d'ailleurs, est encore diffusée. C'était une entrevue vidéo. Où il a expliqué un peu, lui, il était dans quel... comment il a vécu en 2020 cette réception-là. Mais c'est ça, c'est un peu ça, les étapes. Puis parfois, il y a des enquêtes qu'on commence puis qu'on n'arrive pas à finir, mais qui, peut-être, X nombre d'années plus tard, vont réussir à aboutir. C'était le cas de Éric Salvaille. Katia Gagnon, elle a déjà expliqué qu'elle avait eu des informations à l'époque du hashtag agression non dénoncée, qui, je crois, était plus autour de 2015. Oui. Puis à l'époque, elle avait été incapable d'aller plus loin avec les informations qu'elle avait. 2017 est arrivé, le contexte était favorable, puis en quelques jours, ils ont réussi à sortir leur papier. Donc, en enquête, la plus grande, disons... en enquête, il faut être patient. Mais c'est difficile de travailler ça parce que, surtout quand on a fait du quotidien, où on est habitué de carburer à la publication au lendemain, quand tu arrives en enquête, au contraire, là, c'est comme tes réflexes sont tout autres parce que là, tu es vraiment dans du moyen, long terme. Donc, c'est vraiment de jamais perdre espoir parce que, dans le fond, c'est de toujours être en train de réfléchir à de quelle façon je peux réussir à confirmer ça pour éventuellement peut-être aller de l'avant. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. De rien. Ça m'amène à une question, si vous permettez. Julien Lacroix a donc fini par vous parler, mais Gilbert Rozon n'a jamais parlé aux médias. Les médias parlent beaucoup des victimes parce que les présumés agresseurs ne veulent pas parler la plupart du temps. Est-ce qu'on sait pourquoi il y a cette dissymétrie-là?
Je pense des fois c'est la question légale, c'est-à-dire, tu sais, en ce moment, pour le livre, j'avais demandé à M. Roson s'il souhaitait participer, puis il a pas souhaité. Par contre, justement, le fait qu'en ce moment, il y a des procédures devant le tribunal civil, donc Oui. on parle de dédommagements qui lui sont demandés par des femmes qui allèguent avoir été victimes d'agressions sexuelles. Donc, c'est comme ça que j'ai pu avoir accès à comment lui l'a vécu 2017, parce que ça, on le savait pas avant de voir ces portions-là de son témoignage qui a été livré, qui a été déposé en cours. Donc, quand je dis user des fois comme ce que j'ai pas pu avoir malheureusement dans une entrevue avec lui, ben j'ai pu aller le chercher grâce à ce qui a été dit, grâce à ce qui a été déposé en cours. Mais souvent, je pense que c'est un peu cet aspect-là, c'est-à-dire le fait que peut-être légalement, ces personnes-là préfèrent attendre avant de s'exprimer, mais c'est ça. Mais Julien Lacroix l'a quand même exprimé aussi dans l'entrevue qu'il nous avait offerte. Il avait dit, quand tu es dans ces moments-là, tu es en gestion d'image. Oui. Puis, je sais par ailleurs qu'à l'UQAM, il y a deux profs qui s'intéressent à ça, à la gestion de l'image pour les personnes qui ont été visées et à leur repentir, que je trouve que c'est un sujet super intéressant. Donc, peut-être qu'eux vont éventuellement nous livrer les conclusions de ce qu'ils auront analysé, mais en tout cas, je sais que c'est un sujet d'intérêt pour certains observateurs, d'autres types d'observateurs que moi. Je crois qu'on est en train de nous dire que c'est l'heure du tirage. Alors, j'en profite pour remercier au nom de Marie et moi pour de remercier Mme Pineda pour son entrevue. Puis, j'espère qu'on a bien fait ça. Oui, vraiment. Si vous voulez faire une carrière de journaliste en parallèle. Je pense qu'on...